Bonjour donc à toutes les trois pour l'instant. Je m'appelle Lucille et je travaille au Canot et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier organisé avec Mimosa dans le cadre du cycle dédié à l'alimentation et à l'agriculture durable du Festival de l'été de l'économie engagée que les Canots organisent en partenariat avec Arte, Ushuaïa TV, Mouvement Up, Enlarge Your Paris et plein d'autres. Je vais commencer donc par un court mot sur l'association Les Canots. Donc, au Canot, notre mission, c'est de soutenir et de mettre en lumière toutes celles et ceux qui mettent au cœur de leur projet économique la planète et la solidarité. Donc, on fait de la formation pour les entrepreneurs à impact et on aide les entreprises de l'économie sociale et solidaire à se développer en aidant par exemple à la structuration de nouvelles filières ou en facilitant leur accès au marché public et privé. Donc, si vous souhaitez avoir toutes les informations sur comment les canaux peuvent vous aider, rendez-vous sur notre site internet lescanaux.com ou sur notre page Facebook. Enfin, au Canot, on organise aussi de nombreux événements pour donner la parole à celles et ceux qui entreprennent et qui s'engagent pour une société plus juste et plus durable. Donc cet été, on a lancé un festival en ligne, l'été de l'économie engagée, avec des conférences, des projections et des ateliers sur les nouveaux modes de consommation et de production de demain. Donc pour découvrir toute notre programmation en ligne, suivez-nous sur les réseaux ou sur notre site internet. Je vous laisse désormais avec une courte vidéo de présentation du festival qui dure une petite minute. L'été de l'économie engagée. On ne voit pas, Lucie. Oh, pardon. Alors, c'est... La découverte s'invente. Je vais... Deuxième test. Hop. Si je ne clique pas sur partager, voilà. Là, ça devrait être bon. L'été de l'économie engagée, c'est le festival pour découvrir des entrepreneurs qui placent la solidarité et la protection de la planète au cœur de leurs projets. Les Canots et leurs partenaires les soutiennent tout au long de l'année. Mais cet été, nous vous proposons de les découvrir à travers des conférences, des rencontres, des ateliers, des vidéos. Et vous allez voir qui sont ces acteurs qui font l'économie positive de demain. La mode peut être éthique et responsable si on sort de la course perpétuelle aux quantités. Les vêtements peuvent être durables et désirables. L'économie circulaire nous offre l'opportunité d'habiter autrement, de transformer, de construire localement sans détruire en réinventant la matière. On va bientôt être 9 milliards d'habitants sur Terre, sur un espace contraint. Il y a quasiment autant de gens qui ont faim que de gens qui souffrent d'obésité. On voit bien qu'on a un système qui ne fonctionne plus. Il y a plein de solutions, au niveau mondial comme au niveau local. Donc il faut aller voir les conférences des Canots. L'écotourisme, c'est aimer découvrir le monde et les gens et vouloir les préserver. Aujourd'hui, l'aventure, la découverte s'invente avec des pratiques responsables. Voilà. Bonjour aux 2-3 personnes qui sont arrivées en cours de route. Donc, je vous signale également, juste avant de donner la main à Marion, que cette vidéo est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à la caméra, enfin, si vous ne souhaitez pas être filmé, je vous invite à couper votre caméra. Et également, un petit point technique, merci de mettre votre micro en muet quand vous ne parlez pas pour que, on évite les bruits, tous les bruits. Donc, encore une fois, merci à tous d'être là et je laisse donc la main à Marion pour cet atelier Rebondir avec le financement participatif. Merci Lucie et bonjour à tous. Du coup, donc moi, effectivement, je suis Marion Lemonnier et je suis responsable des partenariats chez Mimosa, qui est en fait une plateforme de financement participatif qui est spécialisée et entièrement dédiée aux sujets agricoles et alimentaires.
Donc, on va accompagner tout autant des producteurs, des artisans et des commerçants, notamment dans le domaine de l'alimentation, mais ça peut aussi être des entreprises innovantes dans ce secteur et voilà, tout ce qui va un petit peu graviter autour des enjeux de l'alimentation. Du coup, on s'était dit avec Lucie, vu qu'on n'était pas beaucoup, si ça vous disait de vous présenter un petit peu en 2 minutes et à peine. Et puis surtout nous dire ce que vous recherchez là avec cette présentation et ça me permettra du coup d'être peut-être plus pertinente et plus adaptée là à vos problématiques. Est-ce que c'est pour créer un projet ou rebondir ou développer ou voilà. Du coup, peut-être que je laisse Sissoko commencer en mettant le micro. Bonjour, Lucie, et je n'ai pas noté le... Ouais. Mariam. Mariam. Donc, je suis Salimata Sissoko, présidente de l'association Maman Sans Frontières, dont le siège social se trouve à Paris dans le 12e. Et notre association œuvre dans l'entraide, dans le numérique, et la vente des produits issus de l'agriculture des petits commerçants d'Afrique, et du Sénégal et du Mali. Voilà. Ça marche, merci. Pauline? Oui, du coup, bonjour tout le monde. Alors moi, je suis là plus à titre de curiosité personnelle, puisqu'en fait, je cherche du boulot, du coup, dans le domaine de l'ESS. Et du coup, je trouvais que le sujet était hyper intéressant. Donc, voilà. Ça marche. Marco? Non, je sais pas si ça va. Oui, en fait, moi, je suis en train de travailler sur un projet de plateforme collaborative de distribution groupée pour des produits secs essentiellement et notamment dans le nord-est parisien. Ça marche. Anaïs? Oui, bonjour. Du coup, en fait, moi, je suis graphic designer freelance. Là, je viens de finir mes études et je viens à cette réunion surtout parce que je travaille dans une association qui s'appelle Mayday. Donc, du coup, on œuvre par rapport à la charge mentale des femmes. On a développé une application qui est sortie en avril. Et du coup, voilà, on voudrait peut-être effectivement lancer un financement participatif pour pouvoir améliorer notre application et continuer à développer des projets. Ça marche. Et Stéphanie? Bonjour. Alors, moi, c'est comme, je me souviens plus, mais Pauline, je crois, donc je suis à la recherche d'un boulot dans l'ESS, et donc c'était de la curiosité, et en particulier parce que j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a parlé beaucoup de tout ce qui était food tech et les enjeux, on va dire, de l'agriculture dans le monde de demain, on va dire. Et je me suis dit que ça serait intéressant de suivre le cycle des ateliers cette semaine avec les canaux sur ces sujets-là, pour mieux comprendre les enjeux. Voilà. Et le financement participatif, je suis intéressée à la fois de regarder sur les enjeux par rapport à l'alimentation, mais aussi plus globalement pour tous les projets, comment ça fonctionne, etc. Ok. Et Marie-Lorraine? Je ne sais pas si vous pouvez activer votre micro. Oh, ça n'a pas l'air de fonctionner. Tant pis. Merci pour ce petit tour de table. Comme ça me permet effectivement un peu de savoir qui vous êtes, etc. On va commencer. Je vais vous partager mon écran. Voilà, on a préparé une petite présentation avec Lucie. Hop. Voilà. Donc, en gros, le constat de départ qu'on a eu avec les canaux, c'était de voir effectivement comment en fait, accompagner les entreprises alimentaires notamment, soit là dans leur création malgré le contexte actuel, soit aussi pouvoir rebondir, en fait, peut-être relancer des projets qu'on avait déjà lancés, enfin qu'on avait préparés en fait avant la crise sanitaire. Ou alors carrément sauver sa trésorerie aussi. Et on sait que
le secteur alimentaire a été quand même très touché par cette crise sanitaire, autant au niveau des restaurants, ça c'est ce qui a été le plus visible, mais tout le secteur de la distribution a été chamboulé, parfois de manière positive, parfois de manière négative. Mais en tout cas, voilà, il y a un retour à la normale aussi qui va être nécessaire tout en s'adaptant en fait et en accélérant les transitions agricoles et alimentaires. Donc, on va voir comment nous, Mimosa, en tant que plateforme de financement participatif, on peut participer à tout ce mouvement. Donc, je vous propose dans un premier temps un peu de faire connaissance avec Mimosa, voir comment ça fonctionne et petit à petit aussi rentrer dans le détail des offres de financement et de ce qu'on a pu mettre en place aussi là récemment, un peu l'actualité. Donc aujourd'hui, Mimosa, ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'on existe et on est présent partout en France. On accompagne des projets partout en France et en Belgique grâce à du coup une trentaine de personnes aujourd'hui qui travaillent chez nous et qui vont à la fois accompagner des porteurs de projets, analyser financièrement des projets. On a toute une partie technique aussi, communication, marketing et partenariat. Avec quelques personnes également qui sont dédiées au territoire et qui sont du coup locaux, mais à Lyon, Bruxelles, etc. Aujourd'hui, on a atteint du coup 3000 projets accompagnés, donc ça commence à faire une chouette communauté d'entrepreneurs dans l'agriculture et l'alimentation. Et on est assez fiers aujourd'hui d'avoir accompagné autant de projets sur une thématique qui est finalement assez précise. Et ça montre vraiment aussi l'extrême dynamisme de l'agtech, de la foodtech et de l'agriculture et de l'alimentation en général, où aujourd'hui on voit vraiment énormément de projets émerger ou se développer. Et Mimosa en est une image aujourd'hui assez révélatrice de tous ces mouvements-là. Donc ça fait environ effectivement 150 projets en simultané tous les mois parmi lesquels les citoyens peuvent investir. Et aujourd'hui, avec ces 3000 projets accompagnés, ça représente environ 30 millions en fait, d'euros qui ont été collectés par l'ensemble de nos projets. Et donc, qui ont été soit donnés, soit prêtés à nos entrepreneurs pendant ces 5 ans. Et combien sont-ils aujourd'hui, ces citoyens? Ils sont environ 200 000, vraiment membres actifs et engagés sur les projets, et qui vont en fait se servir aujourd'hui de leur épargne, de leur argent pour finalement accélérer la transition, accélérer la transition agricole, alimentaire et énergétique aussi, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur ces sujets. Donc aujourd'hui, notre mission, effectivement, ça va être de rendre les citoyens et entreprises acteurs de la transition écologique en interpellant sur différentes problématiques et en générant effectivement l'envie de s'engager via la finance responsable. C'est vraiment là la mission de Mimosa. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, je dirais, puisqu'aujourd'hui, même si en étant une plateforme de financement participatif, finalement, notre mission est assez large. Mais avant toute chose, notre idée, c'était vraiment d'avoir des nouveaux relais de financement pour permettre aux entrepreneurs agricoles et alimentaires de se développer et d'accélérer la transition. Donc, comment on a créé, utilisé ces outils. Il y a 5 ans, quand Mimosa a été créé, on a vraiment débuté avec le système du don avec contrepartie. Donc, le principe, c'est que vous allez publier votre propre collecte, donc une page de collecte sur Mimosa, que les gens vont pouvoir découvrir avec du coup une description où vous expliquez qui vous êtes, ce que vous faites, vos produits, etc. Et du coup, il y a toujours un paragraphe qui s'appelle « À quoi va servir la collecte ?» et où du coup, on va expliquer voilà, aujourd'hui, je vous sollicite pour 5 000 € pour acheter ça. Donc du coup, les citoyens vont prendre connaissance de ce projet-là et vont pouvoir du coup faire un don du montant qu'ils souhaitent. Et en fonction du montant qu'ils ont donné, ils vont pouvoir recevoir ce qu'on appelle des contreparties en nature.
Donc, dans nos cas, c'est assez évident et c'est assez simple. Ça va être des produits à découvrir ou des experts. Donc, des séjours, des visites. Enfin, il peut y avoir vraiment énormément de choses et de toute façon, chaque projet est vraiment unique et on va justement accompagner nous, nos porteurs de projets pour créer les plus belles collectes, les plus belles contreparties et vraiment que ça fonctionne bien. Donc voilà sur le principe. Ensuite, pour vous donner un peu un ordre d'idée des montants finançables, avec ça, du coup, là, les plus petites collectes, je dirais, elles sont à environ 1 000 euros sur Mimosa. La collecte record, je n'ai pas mis à jour, elle a été 70 000 euros. Là, ça a été battu pendant le Covid avec la plus grosse collecte. La plus grosse collecte en fait, qui a permis de financer des repas pour les soignants pendant le Covid. Donc, ça a été tout un collectif et une chaîne entre agriculteurs, restaurateurs, distributeurs, etc. Pour en fait faire des repas. Et donc, Mimosa, en fait, nous, on servait à financer tout ça. Et donc, au fur et à mesure des journées, les citoyens faisaient des dons sur Mimosa et du coup, on pouvait du coup produire de plus en plus de repas. On a fait 150 000 euros de collecte, ce qui a permis de distribuer, je crois, presque 60 000 euros pendant tout le confinement. Donc, on a été assez fiers de porter de financer du coup ce collectif qui s'appelle aujourd'hui le collectif solidaire, qui va certainement aussi être pérennisé parce que ça a été une aventure assez folle. Et du coup, je pense qu'il y a aussi cette volonté-là de continuer à faire des choses ensemble. Et en tout cas, voilà, assez fière d'avoir pu mettre en place cette initiative pendant le confinement. Donc voilà, ça reste de la collecte du coup assez exceptionnelle. Mais si on revient sur un peu le quotidien chez Mimosa, on est sur une collecte moyenne à 6 500 euros. Donc c'est 1,5 fois plus que la moyenne nationale, sur tous les sujets confondus en financement participatif, où je crois qu'on est à 4 500, quelque chose comme ça, de collecte moyenne. Donc on voit que à la fois, je pense que c'est aussi parce que les besoins aujourd'hui dans ces secteurs sont on va le voir, il y a une appétence aussi particulière des citoyens pour financer ces sujets. Aujourd'hui, les enjeux alimentaires sont quand même assez cruciaux. Et on le voit même pendant une crise sanitaire comme ce qu'on vient de vivre. Finalement, là, c'était plutôt une crise qui touchait le domaine de la santé. Mais l'alimentation, en fait, dans chaque situation, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que l'alimentation prend une importance assez incroyable et en tout cas mobilise énormément les citoyens. Et de plus en plus, par exemple, nous, aujourd'hui, sur la plateforme, la contribution moyenne, elle est de 90 euros par citoyen. Donc, il y a quand même une forte générosité aujourd'hui des citoyens pour ces domaines alimentaires. Voilà, on se dit que c'était vraiment pertinent aussi de pouvoir construire vraiment une plateforme dédiée à ces sujets-là. Un beau taux de succès du coup à 80% aujourd'hui sur les collectes en dons avec contrepartie. Et je vous ai mis du coup le business model de Mimosa. Aujourd'hui, nous, on se rémunère uniquement si les collectes réussissent. Donc en fait, on va débloquer la collecte à partir du moment où on atteint 60% de son objectif. Et du coup, à partir de ce moment-là, nous, on va effectivement prélever 8% du montant collecté de frais de service, qui sert entre autres à financer des frais de transaction bancaire et notre activité, puisque nous, en fait, on va accompagner chaque porteur de projet de manière individuelle avec un coach qui va lui être dédié et du coup qui va l'aider à créer sa collecte, l'écrire, rédiger les contreparties, définir un montant et définir surtout la stratégie de communication. On va le voir tout à l'heure, c'est vraiment aujourd'hui, je dirais, le nerf de la guerre du don avec contrepartie, c'est vraiment l'aspect com. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler beaucoup avec nos porteurs de
intéressant avec le financement participatif, c'est que du coup, par contre, si vous ne réussissez pas votre collecte, donc vous n'atteignez pas au moins les 60%, et bien vous n'aurez rien payé à Mimosa, dans le sens où il n'y a pas de frais d'inscription, de frais d'accompagnement ou quoi que ce soit. Nous, on se rémunère que si vous réussissez votre collecte. Et on est du coup dans le même bateau. Et du coup, il n'y a pas de risque en fait à lancer une collecte de financement participatif, puisque au pire, si ça ne marche pas, bah, c'est pas très grave, c'est ce qu'on appelle une opération blanche. Donc voilà un petit peu pour le don et contrepartie. N'hésitez pas à activer votre micro si vous avez la moindre question. Et je pense que c'est mieux que ce soit interactif et que vous posiez vos questions au fil des sujets plutôt que... donc vraiment, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Il y a un chat aussi, je crois, vous pouvez interagir. Ensuite, du coup, ça a été lancé le don et contrepartie en 2015. En 2018, on se lance dans le prêt participatif, le prêt rémunéré, pour répondre en fait à des besoins de financement qui sont plus importants que ce qu'on pouvait faire avec le don et contrepartie. Qu'est-ce que c'est le prêt rémunéré? C'est toujours le même principe avec des citoyens qui vont venir financer les projets agricoles et alimentaires. Mais là, au lieu de faire un don et de recevoir une contrepartie en nature, ils vont vraiment placer leur épargne dans le projet et être remboursés avec un taux d'intérêt. Donc, pour les porteurs de projets, c'est un emprunt, c'est une dette qu'ils contractent directement auprès des citoyens au lieu de le contracter auprès d'une banque. Donc ça, c'est le principe. Dans les différences, en fait, aujourd'hui, avec le prêt bancaire, ça va être la simplicité aujourd'hui des démarches, où nous, on a une liste de documents que vous nous envoyez, on vous fournit une réponse et on y va. Il n'y a pas 10 000 étapes ou je sais pas, des dossiers assez compliqués à remplir. On va vraiment demander business plan, des choses assez classiques finalement. Et puis c'est rapide. Aujourd'hui, nous, on fait un comité de financement toutes les semaines, voire on en fait plus s'il y a beaucoup de projets. Et du coup, entre le moment où on reçoit tous les documents et le moment où le projet est publié, en une semaine, 2 semaines, c'est bouclé. Donc, par rapport à une banque qui va souvent mettre au moins un mois à répondre, puisqu'ils ont des comités de financement uniquement tous les mois, effectivement, ça va être beaucoup plus rapide dans l'exécution. Et surtout, aujourd'hui, ce qui fait la force du prêt rémunéré, c'est qu'en fait, il est sans garantie ni caution. Donc en fait, on va pas vous demander ni garantie ni caution. C'est du coup les contributeurs qui vont vraiment porter le risque du projet. Donc c'est aussi pour ça que les taux d'intérêt vont être à partir de 2% et peuvent monter jusqu'à 5-6%. C'est vraiment en fonction du taux de risque en fait, du projet. Mais du coup, c'est un prêt qui va du coup devenir assez flexible. Puisque sans garantie ni caution, nous, en fait, aujourd'hui, on va financer un projet. Après, l'argent issu du prêt, vous pourrez l'utiliser comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, on finance la trésorerie, du stock, de l'immatériel, de la communication, des choses comme ça, qui sont aujourd'hui finalement assez mal financées par les banques, alors que nous, ça nous semble quand même très important, effectivement. La trésorerie, ça c'est clair. Et aussi justement tout ce qui va être aspect communication, etc. Souvent c'est des choses qu'on a du mal à financer ou du coup on a des petits budgets, et alors que dans le secteur alimentaire notamment, ça reste quand même fondamental pour assurer la pérennité de son entreprise. Donc voilà un petit peu sur les spécificités du prêt. Donc là, sur les montants, on n'est plus du tout sur les mêmes échelles, puisque on démarre à partir de 15 000 €. On ne fait pas de prêt en dessous de 15 000 € parce qu'on considère que c'est plus intéressant à la fois pour vous que pour nous, en dessous de 15 000 € du coup, de faire un don avec contrepartie. Et du coup, collecte maximum 1 million d'euros. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, la plus grosse collecte qu'on ait réalisée, c'est 800 000 €. Là, on va en sortir une autre à 800 000 € prochainement. Et ça arrive souvent. Là, par exemple, on vient juste de terminer une collecte pour l'entreprise Culinarise, 500 000 €.
pour acheter du stock de vin nature. Aujourd'hui, c'est les seuls qui font vieillir du vin nature et donc ils se constituent du stock et ils sont passés pour ça chez Mimosa. Donc, ce qui nous fait une collecte moyenne à 300 000 €. Donc là, on voit qu'on est quand même sur des assez gros montants. On a la chance pour le moment d'avoir un taux de succès à 100%. Donc ça veut dire que toutes les collectes qu'on a publiées sur Mimosa ont été financées. Le virement a été fait. Après, il y a toute la partie amortissement qui va durer jusqu'à 5 ans maximum, pendant lequel, du coup, le porteur de projet va rembourser ses contributeurs. Donc, nous, on va lui faire un prélèvement par mois et on va redispatcher tout ça derrière aux différents contributeurs. Alors, il y a plusieurs manières d'amortir chez Mimosa. Vous avez l'amortissement classique. On peut faire des différés et on peut aussi faire ce qu'on appelle, pour certains statuts d'entreprise, ce qu'on appelle de l'obligation simple, qui permet notamment de faire du coup ce qu'on appelle un remboursement in fine. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment dans tout ce qui va être start-up, innovation, etc. En fait, pendant toute la durée de l'amortissement, vous allez rembourser uniquement les intérêts, c'est-à-dire pas grand-chose. Et vous allez rembourser par contre tout le capital à la fin. Donc, il faut être bon trésorier. Ça permet de voir venir et d'avoir cette respiration au début du projet pour se lancer dans les meilleures conditions. Voilà là-dessus. Et au niveau des frais de service, du coup, là, on est à 4% du montant collecté plus 1% de gestion des transactions chaque année. Donc voilà un petit peu sur les deux offres. On peut poser une question? Oui. Donc, concernant les deux offres, enfin, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis Salimata Sissoko de l'association Maman Sans Frontières. Donc, je pose la question concernant le don et le prêt. Par exemple, si nous avons un projet que nous mettons en place et nous faisons un appel à don. Et en attendant qu'on ait on ne sait pas, l'appel à don, si nous allons avoir le montant qu'il faut, alors que nous avons un autre projet qui correspond, est-ce qu'on peut faire une demande de crédit de ce côté pour pouvoir, si au cas où nous avons pu récolter, nous payons tout d'un coup, si nous n'arrivons pas, on continuera nous payerons notre crédit au fur et à mesure. Ouais. Alors aujourd'hui, du coup, nous, ce qu'on conseille de faire, ça va être effectivement, vous pouvez tout à fait lancer une collecte en don. On voit ce que ça donne, ce que vous collectez, et derrière, on complète effectivement avec un prêt participatif. Donc ça, on le fait souvent. Alors après, attention, je mets une petite info complémentaire, notamment. Ce qui est intéressant avec le don avec contrepartie, c'est qu'on va pouvoir vraiment financer toutes les différentes situations, des entreprises, des associations et voir des particuliers aussi. Quand on veut tester, par exemple, on veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale et avant de déposer son statut, créer une entreprise, enfin se lancer pour de vrai, quoi. Aujourd'hui, beaucoup utilisent le financement participatif pour vraiment tester leur activité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire cette collecte en tant que particulier. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir créé son entreprise ou quoi. C'est vraiment un très bon moyen de tester tout ça. Sur le prêt rémunéré, par contre, c'est réservé uniquement aux entreprises déclarées avec un numéro de SIRET, etc. Donc ça, c'est la loi qui nous oblige à nous limiter comme ça aux entreprises. Mais du coup, pour terminer de répondre à votre question, effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir faire une collecte en prêt. On peut lancer les deux en même temps ou avec un petit différé, effectivement, pour venir compléter. Ce qu'on ne conseillera jamais, par contre, c'est de lancer deux collectes en don avec contrepartie en même temps, même sur deux plateformes différentes ou quoi. Ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce que vous allez diluer votre communauté.
et c'est pas bon. Et puis, on conseille de mettre au moins 6 mois, 1 an entre 2 collectes de dons avec contrepartie. Par contre, entre le don et le prêt, c'est tout à fait complémentaire. Est-ce que ça répond à votre question, du coup? Oui, ça répond. Top. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on creuse un peu sur le don? Merci. Ça va? Alors, du coup, je vais continuer. Donc, je vais un peu détailler, on va passer rapidement effectivement sur les différents aspects d'une collecte en don avec contrepartie. Vous allez voir sur le prêt, c'est un peu plus court parce que finalement, le boulot, il est plutôt de notre côté. Mais sur le don, pour le coup, c'est vraiment... nous, on va vraiment vous accompagner, mais on ne va pas faire à votre place. Donc, on va vous donner toutes les clés pour vraiment réussir cette collecte. Mais voilà, vous êtes le meilleur ambassadeur de votre projet. Et du coup, ça va être vraiment là où vous allez être actif en fait dans cette collecte. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on considère comme étant les clés un peu pour réussir sa collecte, ça va être une histoire personnalisée et illustrée. Donc aujourd'hui, on est quand même sur vraiment les illustrations, l'image, etc. Ça va être le graphisme, va être quand même hyper important. Nous, on le voit, hein, les plus grosses collectes, c'est aussi les plus belles. Pas toujours, mais en tout cas, on se met quand même toutes les chances de son côté. Mais ça, c'est juste des enjeux de communication, je dirais, classiques. Et ce qui va être vraiment important là, c'est d'aller chercher à toucher les gens. Ça, c'est vraiment fondamental sur une collecte de dons avec contrepartie, que ce soit pour développer son business ou pour mener une action vraiment engagée, sociale, etc. C'est hyper important de personnaliser cette collecte, de montrer qui il y a derrière. Mettez-vous à la place d'un contributeur et il va vouloir savoir à qui concrètement il donne. Alors, par exemple, ça nous arrive souvent d'avoir des porteurs de projets qui ne veulent pas mettre de photos d'eux parce qu'il n'y a pas de photos d'eux sur un... clairement pour aller convaincre des personnes de donner sur son projet. Ensuite, l'autre clé pour réussir sa collecte, ça va être effectivement de pouvoir mobiliser son propre réseau. Votre réseau, c'est celui qui va vraiment lancer votre collecte, qui va être là au tout début et qui va vous permettre d'accéder à des personnes plus inconnues et là, faire de la vraie communication, mais sans vraiment activation de ce qu'on appelle le premier cercle, on y reviendra tout à l'heure. Nous, ce qu'on voit, c'est que voilà, c'est souvent compliqué derrière d'enchaîner avec de la com, etc. Ensuite, un budget cohérent et un objectif accessible. Donc, en fait, c'est là où tout l'accompagnement aussi des coachs va être vraiment fondamental. C'est qu'à la fois, on va réfléchir ensemble à se définir un objectif qui va répondre à vos besoins. Donc, vous nous dites, voilà, j'ai besoin de 2, 5, 6, 10 000 euros. Donc ça, on va le prendre en compte bien sûr, mais on va aussi essayer de faire ensemble un peu une estimation de votre réseau pour savoir si cet objectif-là, il est accessible. Ni vous ni nous avons intérêt à se fixer des objectifs qui soient complètement inaccessibles. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'ai un groupement d'éleveurs qui voulait collecter 1 million d'euros sur Mimosa en don avec contrepartie. Bah, c'est notre rôle aussi à nous de leur expliquer que ça ne fonctionne pas comme ça et que même si leur projet est vraiment génial, et je suis sûre qu'ils vont convaincre plein de gens de participer. Voilà. Et 1 million d'euros, c'est beaucoup trop. Ça n'a jamais été fait en France. Donc, voilà, on va essayer aussi d'adapter les objectifs de collecte en fonction effectivement du réseau, notamment du porteur de projet. Sachant qu'en plus, je veux dire, il n'y a aucun intérêt à se fixer des objectifs trop hauts, puisque l'objectif qu'on se fixe, en fait, on peut le dépasser. Donc, autant si vous ne validez pas votre collecte, vous ne percevrez rien, autant vous pouvez dépasser à l'infini votre collecte. Donc, voilà, ça vaut plus le coup, effectivement, de se fixer un objectif qui soit accessible et quitte à le dépasser. Et derrière, on peut crâner en disant qu'on a fait 300% de son objectif
en financement participatif et c'est hyper chouette en termes de communication justement après. On va aussi effectivement beaucoup travailler avec les porteurs de projets, nous, sur les contreparties pour qu'elles soient attractives, qu'il y ait de la variété, etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a une contribution moyenne hyper élevée, qui est 2 fois supérieure à la moyenne nationale. Hein. Comme je vous le disais, c'est 90 € en moyenne par contributeur. Donc ça, on en est assez fiers et c'est aussi parce qu'on bosse beaucoup les contreparties avec les porteurs de projets. Et en plus, qu'on est sur un secteur effectivement qui est quand même en mesure d'offrir des contreparties hyper sympas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met un point d'honneur aussi. Et puis une campagne animée, souvent les gens me demandent alors comment on fait pour réussir une collecte de financement participatif, est-ce qu'il y avait des petits tips, etc. Là, clairement, nous on le voit, hein, plus les porteurs de projets sont mobilisés, plus ils communiquent, plus ils bossent, plus ils relancent les gens, plus ils y croient et plus ça fonctionne. Il n'y a pas de secret, plus vous y consacrez et vous impliquez, plus ça marche. Il ne suffit pas, c'est pas parce qu'on publie sa collecte sur Mimosa qu'il y a des gens qui miraculeusement vont venir sur la campagne. Nous, on a une communauté qui met des sous, et j'en parle encore ce matin, sur des projets, mais par contre, ils vont mettre des sous sur les projets à la fin. Donc, tout le début de la collecte, c'est vraiment à vous de vous mobiliser. On a une statistique aujourd'hui, c'est que, je vous en parlerai après parce qu'il faut comprendre l'histoire des cercles et des cercles de contributeurs. Donc, on y reviendra. Donc, raconter une histoire, c'est hyper important. On raconte avant tout, effectivement, l'histoire d'un porteur de projet plus que d'un projet. C'est hyper important, effectivement, de se mettre en avant et de personnifier sa collecte. Donc, en termes de description et de rédaction du projet, vous allez vous présenter en quelques lignes votre histoire, votre passion, votre parcours. Ensuite, présenter effectivement votre activité, les produits, où est-ce qu'on peut les retrouver. Il faut toujours penser que vu que vous allez communiquer beaucoup au travers de cette collecte, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas contribuer, aller jusqu'à contribuer. Et je sais que moi, ça m'arrive très souvent. Par exemple, je découvre des entreprises sur Mimosa. Je ne contribue pas à chaque fois parce que sinon, en 3 ans de carrière, j'aurais vraiment plus de sous. Mais par contre, je sais que dans 2 mois, tel produit va être distribué chez Monoprix, etc. Et ensuite, je pourrais les acheter. Et en tout cas, j'aurai pris connaissance, ça a fait une pub. Donc, il faut vraiment toujours penser aussi à dire où est-ce qu'on peut retrouver ces produits parce que vous allez à la fois chercher des contributeurs, mais aussi clairement des futurs clients. Donc, c'est important de leur dire comment retrouver votre production, vos services. Expliquer la genèse du projet, pourquoi faire du financement participatif, comment vous l'interprétez, pourquoi vous avez choisi ce mode de financement, quoi c'est important de financer avec les consommateurs, etc. Donc ça, vraiment expliquer la démarche qu'il y a derrière et quel projet là, spécifique vous souhaitez financer avec ça. Bien illustrer effectivement à l'aide de photos de vous, de vos produits. On a mis terrains animaux, c'est plutôt pour les produits agricoles. Mais vraiment, des choses qui vont donner envie. Souvent aussi, on a pas mal de porteurs de projets qui font des vidéos. Donc ça demande un peu plus d'investissement, je dirais. Mais c'est aussi hyper intéressant. Et donc, à la fin, vous allez systématiquement expliquer à quoi va servir la collecte. Donc là, vous pouvez détailler quels sont les différents postes budgétaires et indiquer leur montant. Et comme ça, on est transparent. Et ça rassure toujours les contributeurs. Et plus on est précis aussi, que ce n'est pas juste une lubie. Et que il y a vraiment un réel plan de financement derrière, solide, etc. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, je rentre dans effectivement le cœur du financement participatif aujourd'hui en don avec contrepartie. C'est ce qu'on appelle la théorie des 3 cercles. Qu'est-ce que c'est les 3 cercles? C'est pour comprendre en fait qui sont les contributeurs sur une collecte de dons avec contrepartie. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le premier cercle qui va intervenir en premier en fait pendant la collecte,
ça va être ce qu'on appelle les proches. Donc famille, amis, contacts proches, entourage pro, perso, ça va être vraiment un peu de tout, mais tous ceux que là, vous pouvez comme ça me lister de tous les gens que vous connaissez que vous pourrez mobiliser là pour faire votre collecte. Donc eux, en général, en moyenne, ils vous représentent environ la moitié de la collecte, donc ça reste quand même assez important. Et on est vraiment là sur l'aspect Love Money du financement participatif où les gens vont contribuer parce que c'est vous et pour vous soutenir dans vos projets. Donc ça, c'est vraiment important de l'activer. Alors, on a beaucoup de collectes, nous, aujourd'hui, par exemple, sur du développement d'entreprise, où, par exemple, ce premier cercle, ça va être que des clients. On a déjà fait des collectes où c'était 90% de clients qui ont soutenu le projet. Donc, tout ça dépend un peu de à quel stade le projet est, etc. Mais en tout cas, voilà, le premier cercle, ça va être toutes les personnes et ou groupements, associations, votre club de piscine, j'en sais rien, que vous allez pouvoir lister comme ça de tête et à qui vous allez pouvoir communiquer dans un premier temps cette fameuse collecte. Ensuite, ces personnes-là, une fois qu'elles auront contribué, elles peuvent se transformer aussi en ambassadeurs de votre projet. Et là, on parlait du coup à la fois à leur tour autour d'eux. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille, qui va intervenir du coup en deuxième temps et qui vont être tout ce qui va être connaissance indirecte. Donc, le premier cercle de votre premier cercle. Et là, ça va commencer à faire un peu un pavé dans la mare. On parle aussi ici de tout ce qui va être réseaux sociaux, par exemple. On a beaucoup de porteurs de projets qui jouent là-dessus et qui disent pour soutenir le projet, vous pouvez forcément faire un don. Et ça, c'est l'objectif premier que vous avez. Mais si ce n'est pas possible pour vous de faire un don, n'hésitez pas à partager le projet sur vos réseaux sociaux, etc. etc. Et ça va permettre aussi de accroître la visibilité du projet et son influence. Et enfin, le Graal, je dirais, ça que vous ne connaissez pas personnellement, mais qui ont connu votre collecte grâce à des outils de communication. Donc, c'est là où nous, on va vous accompagner aussi à mettre en place tout ça, à la fois effectivement réseaux sociaux, mais aussi ça peut être des événements, des flyers dans des commerces, ça peut être vraiment énormément de choses qu'on peut mettre en place et qui là vont vous permettre de découvrir des nouvelles personnes, d'aller chercher pourquoi pas une nouvelle clientèle, parce qu'en général, ceux qui ont contribué à une collection Mimosa deviennent des clairement futurs clients de l'entreprise quand il y a un produit à vendre, ou des ambassadeurs très forts ou soutien très fort du projet. Donc en fait, disons que grâce au financement participatif, vous allez vraiment créer une communauté solide autour du projet. Et ça, c'est hyper important quand on se lance ou quand on souhaite se développer. On va fédérer sa communauté existante et la développer en même temps. Et ça, du coup, ça permet effectivement, sur le don avec contrepartie, de faire une pierre trois coups. C'est un outil de financement, 2, un outil de communication et 3, un outil de développement commercial. Et en 30 jours, 40 jours, c'est la durée environ d'une collecte, et vous allez effectivement pouvoir travailler en même temps sur ces 3 sujets-là. Donc certes, c'est prenant, parce que si on veut réussir, effectivement, ça demande un peu de temps, mais les retombées derrière sont assez importantes et surtout assez diverses. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir combiner effectivement ces différents aspects. Donc pour détailler un peu tout ça, le porteur de projet, effectivement, dans un premier temps, va mobiliser ses proches. Avant la mise en ligne, c'est bien de se faire un petit groupe de vraiment personnes très très proches à qui on va annoncer la collecte et la date de lancement de la collecte pour en fait qu'ils puissent contribuer dès le premier jour. C'est très important que la campagne elle démarre vite. Et du coup, c'est bien d'avoir cette petite dizaine de personnes où vous allez vraiment là spécifiquement leur écrire et leur demander de venir contribuer tel jour pour lancer vraiment la dynamique. Et une collecte, c'est vraiment un effet boule de neige. Puis il y a des gens qui contribuent et puis ça ramène des gens, etc. etc. Donc, le fait d'enclencher direct cette petite machine
ça va vous assurer un peu le coup derrière, puis ça va vous donner aussi de la motivation de voir que le projet ne reste pas à 0%. Donc, une fois que la mise en ligne a été faite, vous pouvez envoyer des mails toutes les semaines en conseil aux proches pour rappeler effectivement le projet. Et après, ce qui va clairement fonctionner le mieux, ça va être téléphone ou aller voir les personnes directement. Le plus important dans tout ça, effectivement, c'est de bien s'organiser avec un tableau. Nous, par exemple, on va vous envoyer un template avec toutes les personnes à contacter, bien rédiger tout ce qu'on peut rédiger en amont, comme ça, c'est ça de moins à faire. On peut même programmer des publications sur les réseaux sociaux, comme ça part tout seul, et vraiment préparer aussi tous ces supports de communication, etc. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une collecte, ça a une durée très limitée, hein, ça passe très vite, 30-40 jours. Donc, plus on prépare les choses en amont, et moins on est dans le jus, dans le stress pendant la collecte, et plus on est serein aussi sur... Ensuite, le deuxième cercle, effectivement, là, ça va être les amis d'amis, je dirais. Donc là, l'idée, ça va être de pousser les personnes qui ont déjà contribué à en parler autour d'eux. Et en même temps, effectivement, ça peut être donner un flyer dans le coin. Voilà, commencer une conversation avec quelqu'un autour de soi. Vraiment, il y a plein de manières de faire ça, mais on va essayer de commencer à élargir, etc., son réseau. Là, je pense que c'est là où on fait vraiment intervenir tout l'aspect réseaux sociaux, en faisant partager à ses proches, etc. Et voilà, essayer de relancer toutes les personnes qui like, qui partagent, etc. Et de leur envoyer un petit message privé pour en savoir plus et tout ça. Donc ça, c'est plein de petits tips, effectivement, qui vont permettre de toucher un maximum de personnes. Et puis, le dernier, troisième cercle, très important, effectivement, on ne travaille jamais sur le troisième et déjà fait le boulot côté premier cercle et deuxième cercle. Pourquoi ? Parce que là, on va commencer à être face à des personnes qui ne vous connaissent pas du tout, auprès desquelles il faut que vous fassiez vos preuves. Et en fait, ramener ces personnes-là inconnues alors que votre collecte, on n'est qu'au début, et à, je ne sais pas moi, à 20% ou 20 €, ça va vraiment être pas efficace. Ils vont se dire, j'attends un peu que la collecte, elle fonctionne, etc. Donc, du coup, c'est vraiment important de d'abord travailler sur son premier et deuxième cercle avant d'entamer des choses plus costauds en termes de com qui lui permettront effectivement de le faire connaître au plus grand nombre. Donc, pour ça, effectivement, il y a tout ce qui va être média qui va devoir être contacté. Donc par exemple, typiquement, les médias, ça ne sert à rien de caler un article le premier jour du lancement de votre collecte. C'est vraiment pas efficace. Vous allez ramener plein de gens sur votre collecte, mais qui ne vont pas aller jusqu'au bout de leur contribution. Alors que quand vous avez une page, je ne sais pas, 10 jours, mais ça va rebooster à fond, vous serez déjà à 60-70%, voire plus. Et du coup, là, votre publication dans les médias va être vraiment efficace parce que les gens vont avoir envie, en voyant que la collecte est dynamique, de contribuer à leur tour. Donc, l'idée, c'est de contacter des médias locaux, régionaux ou spécialisés. Ça dépend de chaque projet. Encore une fois, les réseaux sociaux vont être assez importants, même si nous, on a déjà fait des magnifiques collectes sans aucun réseau social. Je pense notamment aux collectes des agriculteurs, où on a plein qui avaient pas mal d'idées reçues sur ouais, mais moi, je ne peux pas faire de collecte de financement participatif parce que je n'ai pas de réseaux sociaux, etc. Ils y sont allés du coup par téléphone et en toquant en porte, et ça s'est hyper bien passé. Ils ont rencontré plein de monde, ils ont été hyper contents et ils nous ont fait des très belles collectes. Donc, il n'y a pas besoin, je dirais que ce n'est pas obligatoire les réseaux sociaux du tout pour faire une collecte, mais par contre, c'est vrai que c'est assez facile. En fait, les réseaux sociaux, ça va permettre de faire connaître votre projet, mais par exemple, sur un post Facebook, on a très très peu de transformation en termes de contribution. Les gens vont prendre connaissance du projet, se dire « Ah tiens, c'est chouette », ils vont un peu lire le projet, etc. Mais c'est très rare qu'ils fassent vraiment la démarche d'aller jusqu'au bout et contribuer. Et puis ensuite, il y a effectivement tout ce qui va être événements, voilà, partout vous pouvez parler du projet. Ça va être important. Vous pouvez en parler aussi à votre collectivité pour qu'elle partage tout ça.
Et enfin, vous avez aussi tout ce qui va provenir de la communauté Mimosa. Donc nous, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que notre communauté, elle est hyper qualifiée, puisque c'est que des gens, en fait, qui vont s'intéresser à nos sujets, donc agricoles et alimentaires. Donc aujourd'hui, c'est 200 000 membres inscrits sur Mimosa qui reçoivent notre newsletter, notamment, et qui vont régulièrement sur le site pour contribuer. Par exemple, on a calculé, là, ce mois-ci, on a eu 20% de nos contributeurs qui ont contribué à plusieurs projets. Donc, c'est assez énorme et on a un très bel engagement de notre communauté. Et ça, c'est assez précieux, hein, c'est assez rare. Mais effectivement, en général, les gens qui vont contribuer sur Mimosa en contribuant à un projet spécifique dont ils ont entendu parler, eh bien, ils vont découvrir d'autres projets, ils vont contribuer à d'autres projets. Et du coup, ça peut tomber sur vous. Et ça, on est assez fiers aujourd'hui de ces chiffres-là. Et puis, on a aussi tout ce qui va être justement réseaux sociaux, où là, on a plus de 100 000 personnes effectivement sur les différents réseaux sociaux. Je crois que le plus gros, ça reste quand même Facebook, avec plus de 70 000 abonnés. Et donc là, c'est pareil, c'est des personnes qui forcément vont s'intéresser au sujet agricole, alimentaire, énergétique, et donc du coup, qui sont susceptibles d'être touchés par votre projet. Donc ça, voilà, on va dire c'est du plus, parce que par exemple, moi, si j'étais porteur de projet, c'est pas là-dessus que je compterais pour faire ma collecte, mais par contre, c'est toujours plaisant quand on a des personnes qui arrivent comme ça à la communauté Mimosa et du coup, il y a très peu de coûts d'acquisition, je dirais, puisque c'est vraiment via la plateforme que vous allez les toucher. Le budget détaillé, effectivement, bon, ça on va le voir rapidement, mais comme j'ai dit, fixer un objectif atteignable, détailler ses postes de dépenses, indiquer le montant de chaque besoin et prévoir aussi en amont la situation de je dépasse mon objectif de collecte, et ben qu'est-ce que je vais dans quoi je vais pouvoir investir. Comme ça, vous préparez déjà le terrain. Si vous dépassez votre collecte, vous saurez déjà quoi dire avec ça, avec tel argent en plus. Et ben, je vais pouvoir acheter telle chose. Donc, en fonction du montant, on va calibrer, nous, la durée de la collecte, donc de 25 à 45 jours. Et du coup, en fait, aujourd'hui, ce qu'on explique très souvent, les porteurs de projets veulent mettre une collecte plus longue. En fait, aujourd'hui, ce qui me fonctionne pas mal avec le financement participatif, ça va être vraiment cet aspect de sentiment d'urgence. Il vous reste que 10 jours pour contribuer, il vous reste que 5 jours pour contribuer, il vous reste plus qu'une journée pour contribuer, etc. Et du coup, en fait, c'est pas forcément hyper utile en plus que quand vous l'avez fait une fois, vous vous rendez compte que à la fin des 30-40 jours, vous avez un peu envie de faire autre chose aussi et que c'est assez prenant de suivre cette petite jauge tous les jours, et c'est cool quand ça se termine et qu'on peut avoir les sous et enfin acheter ce qu'on voulait. Donc ça sert à rien de faire des collectes à rallonge. Enfin, nous en tout cas, c'est ce qu'on pense. Et en plus, effectivement, comme je vous l'ai dit, vous pouvez fonctionner par palier pour sécuriser la collecte. Donc nous, vu qu'on débloque l'argent à partir de 60%, on peut considérer que 60% c'est un premier palier. Ensuite 100%, et ensuite dépassement d'objectif, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, de mettre dès le départ effectivement ces différents paliers pour qu'on voit que le projet, en fonction de ce qu'il collecte, qui va être évolutif et ça, c'est important de le mettre vraiment dès le départ. Ce qu'on conseille, nous, c'est effectivement de toujours intégrer à cette collecte la commission Mimosa. Ça, c'est important, comme ça, c'est plus transparent pour vous. Le coût éventuel aussi des contreparties, et puis les taxes s'il y en a. Alors ça, c'est vraiment différent sur tous les projets. Si les contreparties ne concernent que la collecte, on peut considérer ça comme étant de la dégustation, et à ce moment-là, on ne paye pas TVA dessus. Si par contre c'est des produits, c'est de la prévente en fait, là effectivement il y aura des taxes. Donc tout ça, c'est pareil, c'est des détails que vous voyez avec votre coach. Mais du coup, voilà, c'est des choses qu'il faut prévoir aussi, je pense, en amont. 3 types, je vous l'ai dit, un petit peu de contrepartie matérielle, expérience, et puis aussi, souvent, la première contrepartie, effectivement,
Ça va être une contrepartie symbolique, un nom sur un mur, le parrainage d'un animal, un merci. Ça va être des contreparties à 10-15 euros où finalement il n'y a pas trop de contrepartie à délivrer. C'est vraiment pour le geste et pour le soutien. D'ailleurs, vous avez aussi un bouton systématiquement sur la collecte, je contribue sans contrepartie. Donc les gens peuvent aussi contribuer sans tout ça. Donc, toutes les contreparties, on va faire la liste de toutes les choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place, qu'on peut offrir, des produits, de l'expérience, etc. Essayer de regrouper effectivement en 5-6 contreparties. Après, ça fait trop et on est un peu perdu en fonction de leur coût, leur exclu et leur quantité aussi. Vous pouvez mettre des quantités limitées sur les contreparties. Essayez aussi voilà, de les estimer et pour qu'elles soient à la fois attractives mais que vous gagnez de l'argent quand même. Donc là, essayez de faire ces différents paliers en fait et ces 5-6 blocs, à quel montant ils vont correspondre. Pardon. C'est important aussi de effectivement pas aller à plus de 5-6 parce qu'après pour gérer tout ça, ça va être un peu compliqué. Si vous avez plein de contreparties différentes, etc. Enfin, logistiquement derrière, il faut assurer quoi. Donc ça sert à rien de se mettre des contraintes et des complications trop fortes. Vérifier effectivement la cohérence des contreparties par rapport au montant demandé. Il ne faut pas, par exemple, que la contrepartie à 50 euros elle soit quasiment plus attractive que la contrepartie à 70 euros. Sinon, tout le monde va prendre celle à 50 euros. Donc, vous pouvez avoir aussi des contreparties un peu genre la contrepartie principale qui est bien attractive. Et là, vous savez, vous allez avoir vraiment beaucoup de contributions. En général, cette contrepartie-là, elle est à 25-30 euros. Et celle-là, c'est là où il y aura le plus de contributions. Et essayer de les relire effectivement, vraiment en se mettant à la place du contributeur. Est-ce que c'est attractif? Est-ce que c'est bien compréhensible? Est-ce que c'est détaillé? Par exemple, ils disent voilà, pour je sais pas, 400 euros, vous avez un séjour offert. Un séjour, c'est pas du tout clair. C'est combien de jours, pour combien de personnes, avec quelles activités, qu'est-ce qui est compris là-dedans, etc. Enfin voilà. Vraiment se mettre à la place d'un contributeur, c'est cette partie-là, elle arrive chouette. Vraiment bien détailler tout ça. Ensuite, effectivement, ça, on va vous donner tout un tas de documentation. Alors là, ça en est vraiment un petit extrait d'idées d'animation de la campagne de communication. Donc, poster régulièrement des nouvelles, créer vraiment une relation avec ses contributeurs en répondant, en les tenant au courant, les remerciant personnellement, etc. Et puis aussi avoir des temps forts, des rencontres, à la fois quelque chose d'effectivement très digital qui va vous permettre de toucher vraiment plein de monde, mais c'est hyper important aussi d'aller à la rencontre effectivement des potentiels contributeurs, de tester votre discours, etc. Et vraiment de passer du temps avec eux pour les convaincre. Et effectivement, vous pouvez dans tous les cas publier des actualités sur votre collecte. Donc c'est toujours chouette de publier des petites actus en fur et à mesure de la collecte. Parce que souvent la question qu'on a, c'est typiquement sur les réseaux sociaux. Ok, donc pendant 30 jours, qu'est-ce que je vais publier? Ça va être toujours la même chose, ça va être un peu embêtant. On peut communiquer par exemple sur des remerciements et sur des passages de paliers. Donc là, eux, ils ont passé les 50%, donc ils ont fait un petit visuel. On peut communiquer sur ses contreparties aussi. Là, c'est la brasserie Scumen qui dit on a concocté plein de contreparties de folie pour toutes vos fingers et on a participé à ceux qui veulent continuer de faire grimper le compteur, etc. Donc ça, là, pareil, atteindre de l'objectif avec une petite mise en scène, etc. Et voir, ça peut être un jeu aussi, par exemple. Vous choisissez la contrepartie que vous souhaitez et qui ont contribué. Il y aura au hasard une personne qui sera tirée au sort pour gagner quelque chose en plus. Vous pouvez rajouter aussi l'attractivité en plus du côté contrepartie. Et ça, du coup, ça va plutôt pousser sur des petits contribs. Mais ça va peut-être pousser des gens qui se disaient, qui étaient un peu au bord, mais ça va peut-être permettre de les transformer avec des petites contributions. Mais c'est toujours ça le prix. Et vraiment, ça peut être aussi une belle manière d'animer un peu cette collecte.
Ensuite, je vous ai mis quelques exemples effectivement là, de médias, événements, etc. Donc ça, ça c'est très très régulièrement qu'on a des articles effectivement dans des magazines régionaux ou dans des magazines spécialisés aussi. Alors, je vous ai mis là à quoi ressemble en fait une collecte sur Mimosa. Donc, vous avez effectivement là le titre avec le nom du porteur de projet, coordonnées, et là une petite phrase d'accroche. Le montant. Donc ça, c'est la petite jauge là qui va monter au fur et à mesure des contreparties qui sont prises. Ensuite, on va avoir, là vous avez vu, il y a l'illustration qui va être la photo de couverture et qui va être aussi la photo utilisée en vignette sur Mimosa quand on déroule tous les projets. Et sur cette image, vous pouvez à l'intérieur mettre une vidéo sur YouTube, qui est hébergée sur YouTube mais qui sera visible du coup directement sur votre collecte. Donc si vous avez fait une vidéo, ça sera ici, vous pourrez la mettre, sachant que vous pouvez en mettre d'autres aussi dans le corps du texte. Ensuite, là, vous avez effectivement toute la présentation du projet. Donc, vous avez vu, eux, ils ont hyper personnalisé, mais ça peut être aussi du simple texte. Et puis, c'est ici, du coup, que vous allez avoir toutes les contreparties. Donc, pour 15 € et plus, vous avez un grand merci, plus 2 en cas. Donc là, vous avez ensuite, en dessous, on ne voit pas très bien, mais je vous le lis, vous avez la date de disponibilité. Donc, il peut y avoir un décalage entre le moment où vous faites votre collecte et le moment où vous allez reverser vos contreparties. Donc comme ça, là, vous le notez, c'est bien clair, c'est transparent et la personne contribue en connaissance de cause. Et le mode de livraison. Est-ce que c'est à retirer sur place, expédier dans la région, expédier en France entière, etc. Donc ça, c'est pareil. En termes logistiques, c'est vous aussi qui décidez de ce que vous faites. Donc ça, c'est assez libre. Après la collecte, du coup, c'est important de pouvoir remercier ses contributeurs avec un projet, même si le projet n'est pas financé, c'est quand même votre communauté et c'est important effectivement de pouvoir bien les remercier. Délivrer les contreparties, donc s'organiser en amont pour le versement de toutes les contreparties. S'il y a du retard par rapport à ce qui a été annoncé, alors ça nous arrive très souvent, souvent dans l'entrepreneuriat notamment, on ne maîtrise pas tout et du coup il peut y avoir effectivement des petits retards. C'est vraiment pas un problème et souvent les contributeurs sont très très compréhensifs de tout ça, mais par contre il faut les prévenir et on a déjà eu le cas de porteurs de projets qui n'ont pas donné aucune nouvelle pendant plus d'1 an parce qu'ils avaient eu des problématiques, etc. Ça par contre, les contributeurs finissent par nous contacter en nous disant mais j'ai aucune nouvelle, etc. Et ça, c'est pas chouette. Parce que là, du coup, il y a un risque de doute un peu sur vous. Et ça, c'est pas très bien pour effectivement vos relations avec. Envoyer des photos à sa communauté. Par exemple, si c'était la collecte, c'était pour acheter une machine, et le jour où vous recevez la machine, n'hésitez pas à leur envoyer une petite photo. Essayez de maintenir aussi des liens physiques, les inviter à des salons, des rencontres. Par exemple, il y en a plein qui en contrepartie mettent un gros repas partagé avec tous leurs contributeurs. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment des choix que vous pouvez faire pour vraiment garder ce côté communauté qui est très important. Est-ce que vous avez des questions sur le don avec contrepartie ou c'est OK? Marion? Il y a Stéphanie qui a dû partir, mais qui a mis un message déjà te remerciant pour ta présentation très très claire et précise dans le chat. Et elle avait une question qui, elle n'aura pas sa réponse, mais peut-être que ça peut intéresser les autres. De votre côté, comment sélectionnez-vous les projets, pas juste du point de vue financier, mais aussi sur leur contribution à la transition? Ça peut peut-être intéresser les autres participants d'avoir une réponse là-dessus. Ouais. Alors, je vais répondre pour le don avec contrepartie parce que pour le coup, le sujet de la sélection, elle est complètement différente entre le don et le prêt. Puisque dans le prêt, il y a une partie d'analyse financière qu'il n'y a pas du tout dans le don.
Donc déjà, dans le prêt participatif, il y a déjà une première sélection, effectivement. Si économiquement et financièrement, c'est complexe, il n'y a pas de capacité d'endettement, même s'il y a une très belle histoire de transition derrière, malheureusement, c'est pas possible pour nous de faire porter ce risque à notre communauté. Par contre, sur le don avec contrepartie, là, on ne va pas demander de business plan, de liasse fiscale et de choses comme ça. Donc, on ne va vraiment pas du tout analyser la partie économique. Par contre, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt adapter effectivement l'objectif. Souvent, c'est ça qui ne va pas en fait dans les collègues. Donc, on ne va pas tant sélectionner. Ensuite, comment on aborde justement cette notion un peu de critères de sélection et d'engagement. Déjà, il faut savoir qu'on est une plateforme thématique, donc pendant très longtemps, en fait, cette question-là ne s'est pas trop posée parce que c'était assez naturel et qu'on n'avait que des projets. Enfin, pour vous donner un peu des chiffres, aujourd'hui, sur le don avec contrepartie, c'est 90% des projets qui concernent plus ou moins des circuits courts, plus de 60% de projets qui concernent des produits bio, etc. Donc, vraiment, je dirais, on attire plus naturellement des projets ayant un aspect de transition. Pourquoi aussi parce qu'ils ont beaucoup plus intérêt à partager ça avec le grand public. Par exemple, on n'a jamais eu de demande d'un éleveur de cochons industriels en Bretagne qui souhaiterait faire du don avec contrepartie. Parce qu'il n'a aucun intérêt ni aucune envie, je suis sûre, de communiquer avec les consommateurs. Lui, il produit son truc et il fait ça dans son coin tranquille. Donc, il y a une espèce de sélection naturelle. Et forcément, c'est quand même des questions qu'on se pose, des critères, etc., pour publier les projets. Aujourd'hui, ce qu'on pousse plutôt, c'est vraiment dans la rédaction du projet, à détailler le projet, à vérifier les informations que les porteurs de projet nous donnent. Mais aujourd'hui, nous, on a un rôle d'intermédiaire. Donc, on fait l'intermédiaire entre des entrepreneurs qui veulent partager leur projet avec le grand public et se faire financer par le grand public. Il y a vraiment une interaction qui est très forte et très puissante, et des citoyens qui veulent du coup s'engager. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que finalement, en tant que financière, c'est notre rôle de présélectionner et de porter un jugement sur les projets, ou est-ce que notre rôle, c'est vraiment plutôt de jouer les intermédiaires et donc de finalement les citoyens des pertinents. Et on est plutôt parti là-dessus parce qu'en tant que financeur, déjà, c'est compliqué de prendre parti et d'apporter un jugement qui serait fondé sur quoi, qui serait toujours dans tous les cas contestable. Aujourd'hui, nous, on part plutôt du principe qu'on va en fait publier tout, entre guillemets. Mais bon, après, vraiment, vous allez sur la plateforme Mimosa, normalement, vous n'avez que des projets que vous allez adorer. Parce qu'encore une fois, il y a vraiment une sélection naturelle qui se fait. Mais par contre, on ne considère pas effectivement que c'est notre rôle aujourd'hui de dire non, tel projet, on ne va pas le mettre sur la plateforme parce qu'il n'est pas en bio. Bon, aujourd'hui, c'est quand même des aspects qui sont compliqués. L'agriculture biologique, raisonnée, conventionnelle, paysanne, permaculture, etc. C'est clairement plus compliqué que ce qu'on pense quand on travaille dedans. Et pour avoir personnellement accompagné un agriculteur qui est en pur conventionnel, mais qui justement reprenait la ferme de ses parents pour développer un atelier de vente directe, commencer à dégager du revenu dans le but aussi de faire une conversion en bio plus tard. Je suis très heureuse vraiment de l'avoir accompagné là-dedans. Et ça aurait été dommage de se dire non, nous on finance que des projets bio. Donc voilà. Donc du coup, bref, pour répondre à cette question-là, aujourd'hui, nous, on considère que c'est aux consommateurs de choisir leur alimentation de demain, et au travers de Mimosa, ils peuvent le faire. Les entrepreneurs agricoles et alimentaires, et c'est à eux de choisir les projets qu'ils vont soutenir ou pas. Et du coup, il y a des projets, ça n'arrive pas très souvent, mais il y a des projets qu'on publie qui ne rencontrent pas du tout l'approbation du grand public et qui ne marchent pas. Et c'est ça, en fait, là, c'est la vraie sélection. C'est pas forcément nous ce qu'on va publier, c'est est-ce que le projet il va marcher ou pas, et il va collecter des sous. Donc, c'est vraiment les citoyens qui sont maîtres, je dirais, de l'alimentation de demain. Très bien, merci beaucoup, Marion. Ensuite, sur le prêt participatif, donc là, on rentre plus dans la finance.
Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment, on a essayé de simplifier. On sait que demander un prêt bancaire ou demander une subvention ou se lancer dans une levée de fonds en capital, c'est des choses qui sont quand même assez compliquées. Et en fait, l'idée du prêt participatif est plutôt de venir compléter en fait d'autres modes de financement, prêt bancaire, subvention, levée de fonds, etc. Et donc, du coup, il ne faut pas qu'on rajoute une complexité à tout ça, puisqu'il y en a déjà une avec l'existant. Donc, comment ça se passe concrètement? J'envoie dans une première étape un maximum de documents pour faire analyser mon projet à mon interlocuteur chez Mimosa. Ensuite, l'équipe analyse, du coup, fait un premier coup d'œil sur le projet. Là, on fait une première proposition de principe dans les 48 heures. Pour le coup, là, il y a des projets qu'on refuse direct parce qu'on sait que ça ne va pas le faire. Des projets où, du coup, on va leur revenir en leur disant est-ce que vous pouvez me préciser ça, 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 ou on peut creuser si, par exemple, vous avez assuré un autre financement ou des choses comme ça. Donc, on va revenir avec un peu des conditions. Mais dans tous les cas, on refait une proposition de principe dans les 48 heures. Comme ça, la première réponse, elle est rapide. Déjà, si on est sûr de ne pas financer, au moins le porteur de projet le sait et il peut passer à autre chose. Sinon, il peut commencer effectivement rapidement à préparer la suite. Quand tous ces éléments-là qui ont été traités dans la proposition de principe ont été donnés par le porteur de projet et ont été analysés, donc ça, pareil, ça prend vraiment aussi 48 heures une fois qu'on a tous les éléments, mais souvent, ce n'est pas nous qui bloquons, souvent, c'est d'autres financeurs, on n'a pas le papier, pas le devis, pas le machin. Mais en tout cas, une fois qu'on a tout, nous, ça passe assez vite. Et ensuite, là, le dossier, il passe en comité de financement, un comité de financement qui réunit la direction de Mimosa, les équipes d'analystes, et où là, chaque projet va être présenté par son analyste, débattu entre l'équipe. Et c'est là où on va ressortir de ça avec un oui/non. Mais en général, les projets qui passent en comité, ça veut dire qu'il y a quand même une grande chance qu'on les finance. Mais c'est surtout que là, on va valider définitivement le montant, le taux d'intérêt, le niveau de risque du projet et le taux d'intérêt, la durée d'amortissement, le coût, etc. etc. Et à la fin de ce comité, du coup, on va revenir vers le porteur de projet en lui donnant notre proposition définitive. S'il accepte, on finalise les documents juridiques, donc c'est juste le contrat prêt, et la collecte est mise en ce qu'on appelle en teasing. Donc ça veut dire qu'elle est visible sur Mimosa, mais par contre, on ne peut pas cliquer dessus ni contribuer. On peut juste laisser son mail pour être informé de sa mise en ligne, ce qui nous permet en fait de collecter plein de contacts. Et le jour de la mise en ligne, ça envoie automatiquement un mail à tous les gens qui se sont inscrits et ça permet encore une fois de démarrer rapidement. Sachez que contrairement aux dons avec contrepartie, et c'est pour ça que vous allez voir cette partie-là sur le prêt est beaucoup plus simple, beaucoup plus courte, aujourd'hui, nous, on est en mesure de financer 100% du projet avec notre propre communauté. Aujourd'hui, on a une communauté de plus de 4000 épargnants qui fait travailler son argent sur Mimosa. On a aussi des partenaires personnes morales, donc des entreprises, des fonds, des family office, des gestionnaires de patrimoine, des organismes comme ça, qui vont venir abonder sur les collectes. Donc, en théorie, je dirais, on est capable de trouver 100% des liquidités sur le projet. Après, on souhaite quand même et on tient à ce que le porteur de projet s'implique aussi dans sa collecte en prêt et en parle autour de lui et trouve des épargnants, des contributeurs. Voilà. Mais en tout cas, il y aura quand même moins ce boulot-là, je dirais, de côté porteur de projet. Et ensuite, du coup, donc la collecte est mise en ligne et elle débute. Alors parfois, ça peut aller très très vite parce que contrairement aux dons avec contrepartie, sur le prêt, on ne peut pas dépasser son objectif. On ne va pas s'endetter à l'infini. Donc, une fois que l'objectif est bouclé, la collecte s'arrête, se clôture, on fait le virement. Et du coup, je me rappelle là, au Salon d'agriculture cette année, on a 2 de nos porteurs de projet qui sont venus nous voir et qui nous ont dit c'est un peu dommage parce que nous, on voulait communiquer auprès de notre réseau en fait, sur notre collecte pour qu'ils puissent contribuer à investir.
Et en fait, la collecte, elle s'est clôturée en 2 jours. On n'a même pas eu le temps de communiquer. C'était 50 000 €, je crois. Voilà, donc on était désolé, votre projet a eu du succès et c'est tant mieux. Et voilà, mais donc du coup, des fois, ça peut aller vraiment très très vite. Là, par exemple, on a fait, alors là, c'était assez exceptionnel, mais là, on vient de clôturer une collecte à 500 000 € en 10 jours. Donc, du coup, voilà, ça peut être vraiment assez rapide. Une fois que la collecte est terminée, on vous fait le virement moins nos frais de service. Et du coup, vous pouvez derrière commencer vos investissements. Donc, l'idée du prêt participatif, c'est toujours la même aussi, c'est d'être vraiment aussi inclusif avec ses citoyens, ses épargnants, donc des consommateurs avertis, je dirais, plus des personnes morales. Ces personnes morales, ça peut être soit des partenaires de Mimosa. Donc, nous, on va avoir des partenaires vraiment financiers qui vont investir là-dedans. Alors, c'est que des partenaires financiers avec une volonté d'engagement, d'impact, etc. Donc, on travaille beaucoup aujourd'hui, nous, sur l'impact de ce que l'on fait chez Mimosa. Donc, ça va être hyper important pour nos partenaires financiers. Et puis, avec tout ce qui va être aussi des industries agroalimentaires qui souhaitent s'engager, où en fait, Mimosa va être une manière pour eux de s'engager financièrement et surtout de manière très, très concrète dans des projets très concrets. Et ça va aider des jeunes entrepreneurs. Par exemple, on a un partenariat avec Carrefour où on va lui présenter régulièrement des projets et Carrefour va placer jusqu'à 50 000 € de trésorerie par projet accepté. Voilà. Donc, du coup, ça permet à notamment des startups food, des nouveaux produits, etc., de se développer parce que souvent, elles cherchent à aller toucher la GMS. Donc là, ça va leur assurer beaucoup de crédibilité, le fait d'avoir été financé en partie par Carrefour. Du coup, à Carrefour, d'aller dénicher les nouvelles pépites de demain, de favoriser aussi les échanges avec les directions des achats en interne. Voilà, donc ça, je dirais ces partenaires, ces personnes morales, elles peuvent vraiment aussi représenter des belles opportunités derrière. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on essaie de construire nos partenariats. Et le troisième type, je dirais, de personnes morales, ça va être plutôt des personnes morales que vous connaissez, que vous avez envie d'impliquer dans votre projet. Je prends un exemple, on travaille beaucoup sur les énergies renouvelables et notamment la méthanisation en agriculture. Souvent, les porteurs de projets vont proposer à leurs constructeurs, leurs bureaux d'études, assistants à maîtrise d'ouvrage, etc., de venir investir directement et placer de la trésorerie dans le projet. Et du coup, ça va permettre de les impliquer, d'avoir une relation assez forte avec ces acteurs et d'assurer leur relation sur le long terme. Donc, ça peut être intéressant, par le prêt participatif finalement, de venir impliquer vos partenaires économiques, des partenaires du projet. Donc, voilà un peu là sur le prêt. Je vous ai mis quelques exemples là que je trouvais chouettes. Là, c'est EcoVillage, c'est un grand projet d'agriculture urbaine à Lille, donc, du coup, qui a débuté en octobre 2019. Et du coup, l'idée, c'était de créer la première ferme aquaponique de la région Nord, donc située vraiment à côté de Lille. Donc, l'idée, c'est vraiment de effectivement pouvoir vendre en circuit court, en vendant des produits aux particuliers et aux restaurateurs. On sait que notamment, une grosse demande des restaurateurs sur des produits très fragiles comme les micro-pousses, les herbes aromatiques, ce genre de choses. Donc, effectivement, là, l'idée, c'est de produire tout ça directement sur place. Donc, pour lui, on a fait une collecte à 300 000 € avec 460 investisseurs qui ont pu investir dans le projet. Donc, du coup, ça fait pas mal de monde engagé là-dedans. Donc, ça, c'était sur un projet d'agriculture urbaine. Et le deuxième aussi que je voulais vous montrer, là, plus vraiment sur l'Île-de-France, et dont on est assez fiers parce qu'on adore cette boîte chez Mimosa, c'est les Trois Chouettes. Les Trois Chouettes, du coup, c'est effectivement des pickles à la base, puis des tartinables comme ça, des espèces de mousse en fait, mais vachement bon. Elles font des ketchup aussi, enfin voilà, elles font pas mal effectivement, c'est un peu tout ce qui est produit de l'apéro, mais avec un aspect 100% local, Île-de-France.
bio et avec quand même du goût très sympa et vraiment une image de marque aussi qui est hyper fraîche et qui est vraiment chouette. Donc typiquement ce que je vous racontais tout à l'heure avec Carrefour, bah, là Delphine et Elodie, elles sont venues nous voir parce que elles distribuaient en épicerie fine, à quelques restos, etc. Et puis bah, là, elles avaient un peu envie de passer à l'échelle aussi et d'attaquer le marché de la GMS. Du coup, il fallait développer, enfin montrer aux GMS qu'elles avaient l'outil de production derrière pour envoyer les quantités, quoi. Et donc, du coup, elles sont venues financer là vraiment le développement, donc l'achat de nouvelles machines, le remplacement de certaines machines, etc. Et du coup, là, elles ont pu financer ça avec 180 000 € sur Mimosa. Et elles ont été financées par Carrefour, avec qui, du coup, elles ont eu des échanges derrière. Et aujourd'hui, elles sont distribuées aussi chez Carrefour. Donc, Mimosa était vraiment un tremplin pour développer vraiment leur entreprise. Voilà un petit peu sur tout ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Hop, ça va. Et donc, dernière partie, on voulait faire un peu une rétrospective sur toutes les choses qu'on avait pu mettre en place là, pendant la crise sanitaire. On a été assez réactifs sur Mimosa pour effectivement proposer vraiment des solutions à un secteur qui a été bouleversé positivement et négativement. Pour certains, ça a été l'énorme rush et pour d'autres, ça a été vraiment un bouleversement total de leur circuit de distribution. Ce que vous avez certainement dû voir aussi avec Smart Food Paris hier, c'est qu'en fait, on remarque que toutes les entreprises food se sont vraiment adaptées très rapidement et qui se sont digitalisées, s'en sont vraiment bien sortis. Et ceux qui n'ont pas été en mesure de le faire, pour eux. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir trouver des solutions un peu pour tout le monde. Donc on a mis en place notamment un prêt court terme, notamment un prêt de trésor qui était en fait publié en 48 heures. Donc là on a mis en place un process hyper rapide de sélection des dossiers. La solution 2, ça a été adapter ces circuits de distribution et de vente en fait, et on a eu beaucoup de personnes qui ont utilisé Mimosa en fait comme marketplace temporaire pour faire de la prévente des produits et du coup modifier leur circuit de distribution et aller plus vers du particulier par exemple pendant un temps limité, pendant le temps finalement du confinement. On a aussi développé une plateforme qui s'appelle Alimentation citoyenne qui permettait aux agriculteurs de déposer des annonces et aux citoyens aussi de proposer la main en fait pour cruellement besoin et qui a toujours cruellement besoin d'ailleurs. Je sais que c'est toujours des problématiques qui animent ce secteur. Et puis organiser des collectes solidaires. Ça, du coup, on en a eu beaucoup aussi pendant le confinement, notamment pour les soignants ou pour les plus démunis qui, pareil, toutes les assos, etc. Ça a été hyper compliqué de les aider pendant ce confinement. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ont émergé. Et ce qu'on a fait pour ces collectes solidaires, en fait, qu'est-ce qu'on appelait collecte solidaire ? C'était vraiment les collectes où on faisait un don, mais la contrepartie, finalement, n'était pas pour nous, mais était pour d'autres. C'est pour ça que c'est solidaire. Et du coup, on n'a pas pris de frais de service sur ces collectes-là. On a gardé 3% parce que c'est ce dont on paye à minima par rapport aux transactions financières. Mais sinon, on s'est pris aucune marge sur ces collectes-là. Donc voilà un petit peu quelques petits exemples. Et pour finir, je voulais vous parler là sur les cuistots engagés en partenariat avec Yves Candebord. L'idée, c'est de soutenir des restaurants soit en création, soit en développement ou changement de pratique qui vont s'engager pour utiliser des produits locaux, favoriser les circuits courts, lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire son plastique, lutter contre la discrimination et les inégalités avec des dispositifs d'insertion ou voilà. Donc il y a vraiment, c'est assez large comme thématique et l'idée c'est vraiment de mettre en valeur, de soutenir les restaurants
et de soutenir leur démarche durable. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'ils puissent réaliser une collecte de financement participatif sur Mimosa pour développer leur projet et d'avoir une demi-journée de coaching avec le chef Yves Candebord, une communication de la part du chef, de Mimosa et une séance de shooting par la photographe Anne-Claire Hérault qui est vraiment qui travaille que sur l'alimentation engagée et 2 000 € en plus pour continuer de développer ces projets. Donc ça, n'hésitez pas à relayer ça au maximum pour faire connaître cet appel à projet. Et puis, on a aussi Souverac sur le même principe. Là, l'idée, ça va être de soutenir du coup soit la création ou le développement d'une épicerie vrac avec moins 25% sur les frais de service Mimosa, une communication hyper renforcée au travers du site toutsouvrac.mimosa.com et 3 projets lauréats qui vont bénéficier de vraiment plein de choses, un mentorat, des contenants, du coaching, etc., plus une dotation de 1 000 €. Donc voilà un petit peu pour là les actus côté Mimosa. On a aussi un dispositif de soutien qui, pareil, ont été pas mal secoués quand même pendant le confinement et notamment ceux qui bossent avec des restos. Et du coup, la Brasseur de France a décidé de les soutenir à 1 € citoyen donné sur une collecte d'une brasserie sur Mimosa et il y a 1 € pour Brasseur de France. Donc, c'est assez intéressant. Donc, si vous voulez soutenir notamment certains projets de brasseurs, n'hésitez pas. Vous les retrouvez du coup sur tourneesolidaire.mimosa.com. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long et puis que du coup ça vous a apporté un peu des infos sur ce qu'on faisait chez Mimosa. Je ne sais pas s'il y a des questions du coup pour finir. Voilà. Je n'en vois pas dans le chat pour l'instant, mais peut-être que n'hésitez pas en tout cas à prendre la parole si vous en avez. Peut-être, je ne sais pas, Marco, qui je sais est en train de réfléchir à un projet. Est-ce qu'une campagne chez Mimosa, c'est quelque chose qui... Enfin, est-ce que ça a répondu à tes questions là aujourd'hui ou est-ce que tu en as d'autres C'est le moment. En fait, c'est comment dirais-je, moi je suis plutôt dans une dynamique de coopérative, donc du coup je me demande comment on peut articuler ça avec ce type de financement. Sur les projets collectifs, c'est plutôt chouette parce qu'en fait, vous allez être plusieurs à vous mobiliser et du coup, plusieurs réseaux qui vont être touchés. Et en général, ça a quand même tendance à faire de très belles collectes. Encore faut-il maîtriser son collectif et qu'il n'y ait pas de, comment dire, un peu de système du passager clandestin où tous les membres du groupe vont se dire en fait les autres vont le faire. Ça, c'est un peu le risque qu'on a à chaque fois. Mais en tout cas, je dirais plus on est et plus on se mobilise et plus on fait une belle collecte. Donc, sur le principe, je dirais, il n'y a vraiment pas de problématique là-dessus. Ça demande un peu d'orgain pour le coup, mais ça se fait, ouais. Et du coup, si vous avez la moindre question après ou un projet spécifique en tête, vous avez envie d'en discuter ou quoi, du coup, vous avez toutes mes coordonnées ici. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'appeler, quoi que ce soit. Pour faire suite à ce que tu viens de dire, dans tous les cas, nous, les canaux, on vous renverra un mail dans la journée de suite à cet atelier avec un court formulaire aussi de retour d'expérience pour qu'on puisse essayer de toujours améliorer nos contenus en fonction de vos besoins et vos retours. Et si c'est bon pour toi, Marion, on mettra ton mail en copie, comme ça, ce sera aussi plus direct si vous avez des questions qui vous viennent dans quelques heures, dans quelques jours, vous aurez toujours le contact de Marion. Merci à tous et bonne journée.
Merci Marion, merci. Merci. Oui, bonne journée à vous. Merci encore à tous d'avoir participé. Pardon? Je dis merci aussi les canons. Mais avec plaisir et je vous donne rendez-vous pour d'autres événements dans le cadre de ce festival en ligne. On a notamment cet après-midi une rencontre autour de l'initiative Restaurons les soignants durablement qui a été montée par Écotable pendant le confinement, donc en direct sur Facebook à partir de 17h. Et ce soir à 19h, une projection débat autour du film Jeune bergère. Donc beaucoup d'événements en ligne qui seront aussi tous visionnables en replay sur Facebook et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à suivre les pages des canaux. Merci Marion. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt. À bientôt.